Nouveau journal sur Eden TV, bonsoir à tous, voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, le rejet par les députés du projet de loi portant révision de la Constitution, la majorité qualifiée des 3 quarts nécessaires à la recevabilité du texte n'a pas été obtenue à l'Assemblée nationale lors de la plénière de ce mardi. La campagne des futures législatives gambiennes s'est achevée ce mardi. Toutes les attentions des Gambiens sont désormais tournées vers le scrutin qui aura lieu ce jeudi. 239 candidats sont en lice pour ce scrutin. C'était une première en France, un débat télévisé adossé à la présidentielle d'avril-mai 2017, réunissant 11 candidats. Un débat marqué, vous allez l'entendre dans quelques minutes, par des offensives déroutantes des candidats considérés comme de petits postulants. Il n'y aura pas donc de débat au fond du projet de loi portant révision de la Constitution. Les députés n'en ont pas voulu, en tout cas si l'on en juge par le vote de recevabilité du projet qu'ils ont émis hier mardi à l'Assemblée nationale. C'est le nom qui l'a emporté avec 22 voix contre 60 pour le oui et une abstention. Le rejet du texte procède de ce qu'il fallait, une majorité qualifiée des 3 quarts au oui pour emporter recevabilité du projet. Avant ce vote, un débat houleux a opposé les partisans de la recevabilité et ses pourfendeurs. Et comme on peut s'en douter, le rejet du projet de loi portant révision de la Constitution a suscité des réactions. Écoutez la voix du peuple, propos recueillis par Arissi Seti. La voix du peuple, une voix pop réalisée sur l'esplanade de l'Assemblée nationale hier dans le cadre du projet de loi, de l'étude du projet de loi portant révision de la Constitution. La voix du peuple, on l'entendra dans les prochaines heures. On s'intéresse maintenant à l'opposition au projet de loi portant révision de la Constitution manifestée hier par le Front du sursaut patriotique. Ce front, je vous le disais, tenait un mouvement de protestation sur l'esplanade de l'Assemblée nationale pendant que les députés étudiaient la question de la recevabilité du projet de loi portant révision de la Constitution. Et vous allez le voir, c'est une journée de manifestation anti-révision de la Constitution que nous raconte Arissi Seti. Une matinée du mardi peu ordinaire à l'Assemblée nationale du Bénin. Très tôt, ce 4 avril, l'esplanade de l'institution a été investie par les militants et sympathisants du Front pour le sursaut patriotique qui protestent contre le projet de révision de la Constitution. Les uns vertus du rouge, les autres simplement habillés et munis de pancartes, ces protestataires ont scandé des slogans hostiles au régime quand ils n'exécutaient pas des chansons révolutionnaires. Sur des tons graves, les responsables du front se sont exprimés aux manifestants et aux élus du peuple. Est-ce que Patrice Talon et Humbedi vont nous faire porter une camisole de force? Non! Est-ce que nous allons accepter de porter la camisole de force? Non! Parce que de la même façon, il a été doublé. Parce que Talon devrait l'aider pour être candidat, la présidente devait le financer. Et il a roublé. C'est de cette même façon qu'il va le roubler. Et partis politiques appelés à animer la vie politique, et société civile, et journalistes, tout le monde s'est tué. Et je dis, c'est tuer la démocratie béninoise. Au bout de plusieurs heures, durant lesquelles ils suivaient le déroulement de la plénière, les voici, tard dans la nuit de ce mardi, accueillant avec joie la nouvelle du rejet par les députés du projet de loi portant révision de la Constitution. Les parlementaires venaient de finir leur vote relatif à la recevabilité de ce projet. Les manifestants quittent vers 22 heures pour les derniers l'esplanade de l'Assemblée nationale avec, ont-ils dit, le sentiment d'avoir atteint leurs objectifs, assister au rejet du projet de loi portant révision de la Constitution. Voilà donc ce que l'on pouvait dire dans le cadre des dernières actualités relatives au projet de loi portant révision de la Constitution. Place à présent à la question de l'organisation des examens nationaux dans le secteur de l'enseignement supérieur privé. Je vous en parlais ce lundi. C'est un passage obligé désormais pour les étudiants de ces établissements dans le processus d'obtention et de reconnaissance de leur diplôme. Plus question pour leurs établissements également de se contenter de la co-signature. À terme, ces établissements vont obtenir l'homologation co-signature
homologation, que comprendre et quel rapport avec la nouvelle ère de réforme dans le secteur de l'enseignement supérieur privé? Réponse dans ce sujet de Frédéric Stefan et Damien Pedro. L'année 2017 est celle d'un grand bouleversement au sein des établissements d'enseignement supérieur privés. Le mécanisme de reconnaissance et de validation des diplômes change. De la co-signature, on passe donc à l'ère de l'organisation des examens nationaux pour une période transitoire de 3 ans afin de prendre un nouveau départ en matière d'homologation des établissements d'enseignement supérieur privés. Mais avant, il est important de comprendre ces différents concepts de reconnaissance par l'État de ces universités privées. Le docteur Dodia Mouzouvi, directeur des établissements privés de l'enseignement supérieur, explique ici le mécanisme de la co-signature. Les décrets, les tests qui ont institué la co-signature, c'était que quand on a contrôlé l'établissement, quand on l'a accompagné, quand on a fait tout ce qu'on devait faire avec lui, inspection, contrôle inopiné, que tout ça est favorable, il délivre le diplôme. Il délivre le diplôme, ce diplôme-là arrive au niveau d'une commission interministérielle qui regroupe l'enseignement supérieur, qui regroupe la fonction publique, qui regroupe les finances, etc., etc. Cette commission interministérielle se réunit. Les experts se réunissent donc et prennent les dossiers, les étudient et vérifient sur la base des tests, des éléments importants. Ils vérifient si tout est OK, ils signent. Mais quand on analyse bien, ce système a un ensemble de failles. Failles exploitées par certains établissements d'enseignement supérieur privés de mauvaise foi reconnus par l'État pour 2 ou 3 filières, mais qui offrent 6 ou 7 autres filières. Et le gouvernement actuel a décidé donc, pour une période transitoire, de créer une parenthèse, de mettre en place les examens nationaux et de permettre, tout en respectant ce que disent les tests, de permettre aux établissements qui le souhaitent et qui offrent toutes les garanties d'être homologues. En quoi consiste alors cette homologation? Le docteur Dodi Amozouvi répond. Donc, normalement, les 3 régimes de fonctionnement d'une université privée, c'est ouverture, c'est agrément et c'est homologation. Lorsque vous êtes à ce régime, on ne vous organise plus d'examens nationaux. Vous êtes autonome, vous êtes homologue des universités publiques dans l'état où elles se retrouvent aujourd'hui et vous pouvez vous-même, sur les conditions, les engagements que vous avez pris, délivrer directement les diplômes à vos apprenants. Et vous avez, sur le plan de la délivrance des diplômes, les mêmes droits. Aujourd'hui, il n'y a pas d'université ou d'établissement privé qui soit déjà arrivé à ce niveau. À ce stade, l'État n'organisera plus les examens nationaux, mais sera toujours présent pour surveiller, inspecter et accompagner les établissements d'enseignement supérieur privés. Je vous amène maintenant dans les départements du Mono et du Koufou. Dans ces départements, l'usage abusif des pesticides est si courant que cela a un impact sur les plantes, les animaux et même les hommes. Disponible dans les boutiques de quincaillerie et le marché, la vente des pesticides semble échapper à toute réglementation dans les départements du Mono et du Koufou. Très accessible pour les paysans, ceux-ci en usent et en abusent dans leurs travaux champêtres, ce qui n'est pas sans conséquence pour la flore et la faune. Lorsqu'on prend un paysan, par exemple, qui choisit de produire à partir de l'insecticide, des herbicides et des fongicides, il va arroser ces plantes-là et finalement, quand la pluie va tomber, l'eau de ruissellement va les ramener alors vers les ruisseaux, les fleuves, les rivières, etc., affectant ainsi la flore et la faune aquatique de ce milieu. Alors, les micro-organismes qui sont morts par utilisation de ces produits seront consommés par d'autres prédateurs. Je vais nommer par exemple les reptiles, les oiseaux et certains mammifères. Et par la suite, ceux-là vont se développer 2 choses. Il y a certains qui vont développer une résistance par rapport à ce produit. Et là, il y aura une accumulation dans leur organisme. Ils peuvent en mourir à la longue ou peut-être voir leur système de reproduction affecté. Mais ceux qui vont l'accumuler et en mourir, alors donc vont constituer un danger pour l'environnement. Plus grave, la santé humaine est aussi affectée par l'usage de ces pesticides. Par rapport à l'homme, ces plantes accumulent aussi ces produits phytosanitaires. Et une fois consommés, ça atteint aussi l'organisme humain. On retrouve par exemple l'accumulation dans certains tissus de l'organisme. On retrouve des problèmes
de reproduction chez l'être humain et aussi le besoin pressant de l'argent fait que certains producteurs n'attendent plus la durée qu'il faut pour récolter les produits. Et là, ils amènent ça sur le marché et on constate les cas de diarrhée, les cas de gastro que nous avons souvent à l'hôpital. Face au ravage des parasites et la rareté de la main-d'œuvre qui sous-tendent l'usage abusif de ces produits, l'encadrement des paysans s'avère indispensable. Il faudrait que la réglementation en vigueur soit plus renforcée pour encadrer surtout l'usage de ces pesticides-là. Alors nous pouvons peut-être aller vers l'agriculture bio. C'est vrai que quand on le dit, les gens pensent que c'est de l'utopisme juste parce que la population va sans être grandissante et on a besoin d'une grande quantité. Mais quand les pouvoirs politiques vont s'y mettre, je crois que ça peut aller. Aussi, faudrait-il revoir la commercialisation de ces produits qui deviennent de plus en plus une menace pour la santé. Actualité en dehors du Bénin, la période de la campagne électorale des législatives en Gambie s'est achevée ce mardi. Suivra jeudi le scrutin. Près de 50 sièges sont à pourvoir. Doivent choisir leurs députés parmi 239 candidats selon la commission électorale. Les prétendants sont issus de 9 partis politiques ou de listes indépendantes. Peu de posters géants étaient visibles dans les rues de la capitale Banjul, à l'inverse de la campagne pour la présidentielle de décembre 2016, selon des journalistes de l'AFP qui ont surtout aperçu des affiches de petit format assez variées. Mardi, au dernier jour de la campagne ouverte le 15 mars, beaucoup de Gambiens exprimaient l'espoir d'avoir de nouveaux députés non subordonnés à l'exécutif. Je suis assez sûr que ces élections seront différentes des précédentes à cause du changement de régime. Les gens sont désormais libres et n'ont plus peur d'exprimer leur opinion comme avant. Aller au Parlement, ça me donnerait l'opportunité de réviser la Constitution pour les médias et d'autres très mauvaises choses en matière de droits de l'homme. Le parti de Yaya Jammeh, l'Alliance patriotique pour la réorientation et la reconstruction APRC, a des candidats en lice dans 29 des 53 circonscriptions électorales et est confiant dans ses chances. Les gens utilisent les réseaux sociaux car ils pensent qu'en faisant cela, ils peuvent enterrer le parti. Mais je vous le dis, avec le développement que le parti a créé durant des années, personne ne peut enterrer la PRC. Nous sommes là pour rester et pour toujours. L'APRC avait remporté une victoire écrasante aux précédentes législatives en 2012, boycottée par 6 des principaux partis d'opposition de l'époque qui accusaient le régime d'abus de pouvoir. Le scrutin de jeudi enregistre aussi plusieurs dizaines de candidatures de formation de la nouvelle majorité autour du président Adama Barrow, incluant le Parti démocratique unifié. Si le paysage politique a beaucoup changé en quelques mois en Gambie, une spécificité locale demeurera pour le scrutin. Le vote avec des billes, à la place des bulletins de vote et des bidons de couleurs différentes servant d'urne. Les opérations de vote sont prévues de 8h à 17h. Les premiers résultats sont attendus vendredi selon l'IEC. En France, il était question d'un débat télévisé qui opposait les 11 candidats à la présidentielle d'avril-mai 2017, un débat marqué par des offensives déroutant des 6 candidats qui n'avaient pas participé au débat de TF1. Ça y est, c'est fait. Lénine Moreno est déclaré officiellement vainqueur de la présidentielle de l'Équateur, annonce du Conseil national électoral. Moreno va succéder à Rafael Correa le 24 mai prochain. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur notre site internet benin-eden.tv.